Salut camarade. Alors aujourd'hui, je vais te parler de sécurité financière et plus précisément comment protéger ton épargne des crises économiques. Alors par crise économique, on en pense évidemment aux crises économiques mondiales. La dernière a eu lieu en 2008 et la prochaine risque de pas tarder à arriver vu la situation. Mais ce qui a le plus de chances de t'arriver, la plus grosse probabilité, c'est que tu subisses une crise économique personnelle, une rupture de ta normalité économique. Ça peut être un chômage, une maladie de longue durée, une baisse de tes revenus, un problème matériel, ta maison qui a un problème, ta voiture, ça peut être le besoin d'aider un proche. En fait, c'est tout ce qui va faire en sorte que tu as un besoin immédiat et sûr d'argent. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que l'or ou l'argent. Alors, avant d'aller plus loin, je pense que c'est important de préciser quelque chose. Dans la vidéo, je vais te parler d'or et d'argent, mais uniquement dans une vision de prévoyance, pas une vision d'investissement. Donc moi, quand j'achète de l'or et de l'argent, c'est pas pour pour espérer gagner plus tard. C'est juste pour protéger une partie de mon épargne et pour être absolument certain qu'en cas de problème, je pourrai toujours compter sur quelque chose. L'économie peut s'effondrer, ma banque peut fermer, vider mon compte bancaire, l'État peut me saisir ce qu'il veut. J'ai mon or et mon argent. J'ai écrit un guide PDF sur comment acheter de l'or et de l'argent. À l'intérieur, je te détaille comment l'acheter, or ou argent, lequel choisir, pièces, lingots, bijoux, les inconvénients et les avantages de chacun. Et je te détaille aussi où l'acheter, comment le stocker. Je te donne toutes ces informations dans le dossier PDF qui est dans la description de la vidéo. Tant qu'on y est, dans la description de la vidéo, tu as un lien pour t'inscrire à ma newsletter. C'est vraiment ma façon de communiquer préférée. C'est là où je suis le plus à l'aise et là où je donne le plus d'infos. Et où je peux aussi parler le plus librement possible. Ensuite, tu as aussi mes réseaux sociaux. Si tu n'es pas inscrit, tu peux me suivre sur Facebook, Instagram ou Telegram. Je poste du contenu très régulièrement, en tout cas beaucoup plus régulièrement que sur YouTube. Donc, si tu ne sais pas encore fait, n'hésite pas à me suivre, que ce soit sur newsletter ou sur réseaux sociaux. Alors, pourquoi de l'or et de l'argent? L'or, c'est une valeur refuge, c'est la valeur refuge par excellence. Elle est utilisée depuis des millénaires partout autour du monde. Avec de l'or, tu peux acheter quelque chose en Afrique, en Asie, en Océanie, en Europe. Il n'y aura toujours aucun problème. Tu trouveras toujours quelqu'un pour accepter ton or. Ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, des devises ou des autres biens matériels. Donc c'est vraiment une monnaie universelle. L'autre avantage, c'est qu'elle est inaltérable. C'est-à-dire qu'elle ne se dégrade pas dans le temps. Ma pièce d'or, qui est ici, j'en parlerai tout à l'heure, elle date de 1907. Et elle a l'air neuve. Elle se dégrade pas, elle ne rouille pas, elle s'abîme pas, donc c'est vraiment quelque chose qui peut traverser le temps. L'autre avantage, j'en parlerai plus en détail après, c'est sa taille. Ça, c'est environ 300 euros. C'est tout petit. Ça prend vraiment pas de place. Donc ça permet de transporter tes valeurs avec toi, ou en tout cas de les stocker de manière très discrète. Si tu dois stocker, par exemple, 1000 euros en pièces de 1 ou 2 euros, ça va te prendre une place énorme. Tandis qu'avec l'or, tu peux avoir une place beaucoup plus petite et beaucoup plus intéressante. Alors, or ou argent? C'est la grande question qu'on me pose tout le temps. La réponse, c'est les deux. Mais ça va dépendre du montant que tu souhaites investir. Ces deux tas que tu vois, ils ont à peu près la même valeur. Pourtant, il y a une chose qui saute tout de suite aux yeux, c'est la taille d'état. Pour l'or, c'est vraiment petit. Et pour l'argent, par contre, c'est gros et lourd. Là, j'ai une pièce d'or qui vaut environ 300 euros. J'ai 10 pièces d'argent qui valent environ 30 euros. Donc la somme des deux est à peu près similaire. Par contre, l'or, c'est petit, léger. Et l'argent, c'est gros et lourd. Si tu veux stocker une énorme somme d'argent, donc là on parle vraiment de grosses sommes, par exemple 50 ou 100 000 euros, ce sera beaucoup plus efficace de le faire en or qu'en argent. Si tu veux stocker 50 000 euros en argent, ça va prendre une place énorme, ça va prendre un poids énorme, c'est intransportable. Tandis que stocker 50 000 euros en or, ça prend de la place, ça pèse lourd, mais c'est possible et c'est transportable. Par contre, pour tout ce qui est échange, facilité d'échange, en gros la liquidité, l'argent est très intéressant. Imaginons qu'on ait un effondrement économique total, la situation dramatique, qui a très peu de chances d'arriver, mais vraiment la situation extrême. Demain, les devises ne valent plus rien, donc tes euros, tes francs suisses ou tes dollars ne valent plus rien, ton compte en banque ne vaut plus rien, c'est fini. Si demain je veux aller échanger un bout de viande au paysan du coin qui vient d'abattre une vache, si j'arrive avec une pièce d'or qui vaut, celle-là vaut 300 euros, ben, payer mon steak 300 euros, c'est un peu problématique quand même. Et je vois pas, enfin, si je divise la pièce, si je la casse en deux, c'est une solution qui est foireuse. La pièce perd clairement de sa valeur, en tout cas de sa crédibilité aux yeux des potentielles personnes avec qui je peux l'échanger. Tandis qu'une pièce d'argent, celle-là c'est une Maple Leaf, une pièce canadienne, là j'ai des American Eagles, c'est environ 30 euros. Donc je peux très bien aller acheter un steak, 30 euros au paysan du coin. Alors oui, c'est beaucoup, mais en cas d'effondrement, moi ça me permet de manger. Grossièrement, ça a la même valeur.
Sauf que ça, c'est beaucoup plus facilement divisible. Donc en gros, si on doit retenir, or, plus facile de stocker et de transporter, mais plus difficile d'échanger pour des petites valeurs. Argent, difficile à stocker et à transporter, mais plus facile d'échange pour des petits montants. Maintenant, il faut garder une notion d'équilibre pour avoir un portefeuille équilibré. Si tu as que de l'argent, par exemple, forcément tu pourras l'échanger simplement, mais en termes de stockage et de transport, à partir d'une certaine somme, ça commence à être compliqué. Si tu as plus de 2 ou 3 000 euros en argent, ça va être compliqué à transporter en tout cas. Tandis que l'or, si tu as 500 euros ou ne serait-ce que 300 euros à protéger et que tu prends uniquement une pièce d'or, tu l'échanges une seule fois. Donc il faut avoir les deux dans ton portefeuille. Il faut garder une partie de ton portefeuille en or et une partie en argent. L'idée, c'est qu'il y a une partie de ton portefeuille qui doit toujours être très liquide. Donc tu as une partie qui doit toujours être en argent pour être facilement échangeable. Et par contre, dès que la somme commence à augmenter, donc à partir de 3 à 4 000 euros, là, il va vraiment falloir prendre de l'or pour stocker ça avec un plus faible volume et transporter ça plus facilement. En dessous de 2 000 euros à protéger, honnêtement, l'or, ça vaut pas grand-chose. Autant partir sur l'argent, comme ça tu es sûr d'avoir une épargne qui est facilement liquide. Très grossièrement, à 2 ou 3 000 euros, que de l'argent. À 100 000 euros, 90% d'or et 10% d'argent. Alors maintenant, la question, c'est pièces, lingots ou bijoux. Les bijoux, je les exclue tout de suite dans une vision de prévoyance, car ils sont difficilement échangeables. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est toujours difficile de savoir si c'est un métaux pur, ce qui est très rarement le cas, parce que les métaux purs sont difficilement malléables et pas très solides. Donc généralement, c'est des alliages. Donc ce qui diminue la valeur du bijou, et sans équipement un peu sophistiqué, c'est très très dur de savoir. Et la deuxième raison, c'est que les bijoux, quand tu achètes un bijou, tu achètes évidemment le métal, mais tu achètes aussi l'esthétisme, la marque, ce genre de choses. Et d'un point de vue prévoyance, on s'en fout de l'esthétisme. Que ta pièce soit belle ou moche, c'est pas important. L'important, c'est qu'elle ait une valeur. Et ça devient compliqué avec les bijoux. Ensuite, il nous reste les pièces ou les lingots. L'avantage des lingots, c'est qu'ils sont faciles à stocker. Ils s'empilent très facilement. Et c'est à peu près tout. Le problème des lingots, c'est qu'ils sont difficiles à échanger. Si demain je vais dans la rue et je vais changer une pièce d'or, déjà c'est un peu compliqué parce qu'il est comme c'est pas courant. Et il y a assez peu de personnes qui ont déjà vu une vraie pièce d'or. Donc tout de suite, il va y avoir de la méfiance. Mais c'est faisable. Tandis que si je vais demain dans la rue avec ce lingot de 5 grammes, qui a quasiment la même valeur, cette pièce fait 5,2 je crois, j'aurai beaucoup plus de facilité à échanger la pièce que le lingot. Parce que le lingot, c'est encore moins courant. Si j'essaie d'échanger un lingot d'or comme ça, on va penser que c'est du cuivre, on va penser que c'est bizarre, ça va pas être simple. Donc les lingots, je suis pas très fan. J'en ai quelques-uns, mais c'est plus pour la facilité de stockage qu'autre chose. Les pièces, elles par contre, elles sont très intéressantes. Déjà, elles sont courantes. Je pense qu'en France ou en Suisse, tu as peut-être au moins une famille sur deux qui a soit des pièces d'argent, soit des pièces d'or. Souvent, c'est perdu dans le grenier, c'est le grand-père qui a acheté ça, mais au moins, ça fait partie du courant. Ou en tout cas, on sait à peu près ce que c'est. Par contre, il y a un piège dans lequel il faut surtout pas tomber pour les pièces, c'est faut toujours penser local. Pars du principe que tu sais pas à qui tu échangeras tes pièces. Et si c'est un professionnel, que tu as une pièce étrangère ou un peu exotique, il n'y a pas de souci. Il saura évaluer la valeur de la pièce, il saura surtout vérifier que le métal est bien celui auquel il ressemble, il saura évaluer sa valeur. Par contre, si tu échanges ça à ton voisin ou à quelqu'un que tu ne connais pas, si c'est pas une pièce locale, il y a une méfiance qui risque de s'instaurer. Moi, j'habite en Suisse, j'ai une pièce française. Alors oui, c'est pas une pièce qui vient de mon pays de résidence, mais on est limitrophes, il y a beaucoup d'échanges, il y a une culture commune, ça passe. Pour l'argent, j'ai des American Eagles et des Maple Leaf, donc pièces américaines, pièces canadiennes. L'argent, c'est un peu différent parce que les American Eagles et les Maple Leaf, c'est vraiment des pièces très 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 courantes en argent. Et c'est des pièces de référence. Donc ça s'échangera plutôt bien. Et si tu as une pièce United States of America, il y a une sorte d'aura autour. Si tu as Elizabeth II sur ta pièce, il y a quand même une culture un peu commune. Par contre, quand j'ai voulu acheter mes pièces d'or, la plupart des pièces d'or, c'est des pièces chinoises, avec un panda dessus. C'est des pièces qui vont, en fonction de la taille des pièces, entre 300 et plusieurs milliers d'euros. Elles sont peut-être bien, mais elles ont un panda dessus. Ça fait pas sérieux, ça fait pas crédible. Si tu souhaites échanger une pièce qui vaut 2 ou 3 000 euros à quelqu'un que tu connais pas en cas d'effondrement, s'il y a un panda dessus, c'est pas sérieux, ça fait pas crédible. Il va croire que c'est un jouet, il va croire qu'il va dire tu te fous de ma gueule.
Et si en plus tu dis que ça vient de Chine, avec des caractères chinois dessus, il n'y a aucune chance que ça passe. Ta pièce d'or, personne ne va vouloir te l'échanger. Il faut que tu donnes confiance. C'est une notion qui est très importante dans l'échange d'or ou d'argent en cas de situation dégradée, c'est la notion de confiance. Part du principe que la personne ne te fera pas confiance. Alors maintenant, où acheter ton or et ton argent? Il y a 4 principales possibilités. Je vais partir de la plus pourrie à la plus sûre. La plus foireuse, c'est entre particuliers. Alors oui, il y a peut-être certaines taxes que tu ne payeras pas, mais dans une optique de prévoyance, ce qui est important, c'est d'avoir ton or et ton argent. Moi, que j'achète mon or et mon argent 10% plus cher ou 10% moins cher, je m'en fous un peu. Parce que ce que je veux, c'est protéger mon épargne. Et acheter entre particuliers, tu peux prendre le risque que la transaction se passe mal, et tu peux aussi prendre le risque de te faire arnaquer. Quelqu'un qui s'y connaît pas, moi je suis pas un spécialiste, j'ai une bonne connaissance là-dedans, mais on me propose une pièce qui ressemble un peu jaune, comme ça, on la met dans la main, je suis pas certain que c'est de l'or. Et pour éviter ce risque, moi, tout ce qui est achat-vente entre particuliers, j'y pense même pas. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est les magasins achat d'or, vente, cash, ce genre de choses. Depuis la crise de 2008, il y en a dans toutes les villes. C'est vraiment, il y en a partout. Ces magasins, même si c'est marqué spécialiste sur la devanture, ils le sont clairement pas. Le mec qui t'achète ou qui te vend de l'or dans ces magasins, il y a 2 semaines, il vendait des aspirateurs. Et c'est des vendeurs de bas niveau en plus. Donc c'est clairement pas vers ce genre de magasin que tu dois partir. Pour l'anecdote, la première fois que j'ai acheté de l'or, j'y connaissais pas grand chose, et j'étais dans un de ces magasins. Donc je me suis présenté, j'ai dit que je voulais acheter de l'or, des pièces d'or. Le vendeur, il a pas trop compris, il était bon, excusez-moi, on n'a pas l'habitude de ça, je vais chercher mon responsable. Donc déjà, ça inspire confiance. Le responsable est venu, m'a expliqué que c'est la première fois que quelqu'un achetait de l'or dans sa boutique, et ça faisait 3 ans qu'ils étaient ouverts. Donc en 3 ans, j'étais la seule personne qui a voulu acheter de l'or dans ces boutiques. Il faut bien comprendre que le but de ces boutiques, c'est de récupérer de l'or au détail pour ensuite le vendre en gros. Et c'est des boutiques qui ne servent uniquement aux personnes qui ont des problèmes financiers et qui souhaitent vendre de l'or. Tu peux pas acheter de l'or dans ce genre de boutique, ils ont vraiment pas l'habitude. Ils m'ont donné 2 pièces, il y en a une qui était en dessous de la valeur à laquelle ils me l'ont vendue, l'autre qui était au-dessus de la valeur auquel ils me l'ont vendue. Donc au final, ça allait, mais c'était vraiment du n'importe quoi. Et je ne referai plus jamais. La troisième possibilité, ce sont les sites internet. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont réticentes à acheter sur internet, mais pour moi, c'est la façon la plus simple et efficace d'acheter de l'or. J'achète sur un site suisse. Je préfère pas conseiller de site, tout simplement parce que la vidéo, j'ai envie qu'elle soit encore vue dans quelques années, et je veux pas donner une garantie sur un site dont je ne maîtrise pas l'évolution. La première chose que tu dois vérifier quand tu achètes sur internet, ce sont les commentaires. Alors pas les commentaires du site en lui-même, ils font ce qu'ils veulent évidemment, mais les commentaires que tu peux trouver sur des forums spécialisés. Ensuite, ce que tu peux faire pour commencer, pour tester un site internet, c'est que tu achètes 1 ou 2 pièces d'argent. T'en as pour 30 euros, ça fait 60, tu rajoutes les frais de port, t'en auras peut-être pour 70 euros. Et ça permet de tester le service. Une fois que ça a reçu tes pièces et que tu es confiant dans la qualité du service, là tu peux aller sur des montants un peu plus importants. Tu peux aussi fractionner tes montants, tu investir 2000 euros, tu achètes 500, 500, 500 et 500. La quatrième possibilité, ce sont les magasins spécialisés, type comptoir de l'or. C'est des magasins qui ont plusieurs décennies d'existence, donc c'est des personnes vraiment sérieuses. En plus d'être absolument certain de ce que tu achètes, le grand avantage de ces magasins, c'est les conseils personnalisés. Les personnes qui travaillent dedans sont des vrais spécialistes, contrairement aux sites achat-vente d'or cash. Ils vont te conseiller non seulement sur ton achat, mais aussi sur tout ce qui est fiscalité, sur tout ce qui est, par exemple, héritage, sur tout ce qui peut être défiscalisation, sur stockage. Ils ont vraiment une vraie expertise dans le domaine. Et ils peuvent vraiment être utiles si tu as des questions un petit peu plus complexes. Une chose qui est primordiale quand tu achètes de l'or ou de l'argent, c'est de t'assurer qu'il soit facilement liquide, que tu puisses l'échanger facilement. Ça sert à rien de te retrouver bloqué avec. Et une bonne façon de faire ça, c'est de demander des certificats d'authenticité. Certaines entreprises le font gratuitement, d'autres le font payer, d'autres le font pas. Donc à voir selon le vendeur. Par exemple, pour mon lingot de 50 grammes, j'ai un certificat d'authenticité qui vient de l'entreprise qui a fondu le lingot et qui certifie avec le numéro du lingot qu'il y a bien la quantité d'argent qui est inscrite ici. Alors évidemment, ça vaut ce que ça vaut. Évidemment, ça peut être contrefait. Mais ça rajoute une crédibilité supplémentaire. Pour mes pièces d'or, ça c'est pour un Silver Eagles. Alors je dis que je ne ferai pas de pub, donc je cache le nom de l'entreprise qui me l'a vendu. Là, ça me certifie que la pièce fait bien tel poids. Même chose pour ma pièce d'or. Donc là, il me certifie que c'est bien un Napoléon de 5,81 grammes. C'est une pièce française.
Donc ça rajoute un élément sérieux. Alors, maintenant que tu as ton or ou ton argent, la question qui vient se poser, c'est la question du stockage. Il y a plusieurs façons de le stocker, et toutes clairement ne se valent pas. La première, c'est les banques. Tu peux avoir un coffre dans la majorité des banques, en tout cas dans certaines banques, dans les grandes villes notamment. Ça coûte environ 100 euros, les plus petits modèles coûtent environ 100 euros par an. Et ce qui se passe, c'est que tu as accès à une salle sécurisée dans laquelle se trouve ton coffre. Et dans les heures d'ouverture de la banque, tu peux rentrer, t'identifier et accéder à ton coffre. C'est des coffres qui sont vraiment sécurisés. Il y a une clé qui appartient à la banque et une clé qui t'appartient. Tu viens avec ta clé, la banque a sa clé, vous ouvrez le coffre tous les deux. Généralement, on te laisse tout seul dans une petite salle d'attente à côté du coffre. Tu fais ce que tu as à faire. Quand tu as terminé, tu retournes voir la personne qui s'occupe de ça à la banque. Vous fermez ensemble le coffre et c'est terminé. C'est très sécurisé. C'est pas très cher. C'est plutôt bien, sauf dans une optique de prévoyance, où là, ça joue pas du tout. Il faut bien comprendre que tu auras besoin de ton or ou ton argent. Enfin, si tu en as besoin, il y a de grandes chances que ce soit dans des situations problématiques. Par exemple, pendant le Covid. Sauf que pendant le Covid, il y a des moments où tu ne pouvais pas accéder à ta banque. Ta banque était fermée, tu avais interdiction de te déplacer. Donc ton or et ton argent, au moment où tu en as besoin, il devient inaccessible. Donc ça, clairement, c'est une optique que je ne retiens pas dans une optique de prévoyance. Ensuite, tu as des entreprises spécialisées, il y en a beaucoup en Suisse qui font ça ces derniers temps, qui réhabilitent notamment d'anciens bunkers et qui transforment ça en coffre-fort. C'est exactement le même principe que les banques, sauf que c'est un peu plus flexible. Ta banque, tu lui demandes un rendez-vous dimanche matin pour ouvrir ton coffre, il n'y a aucune chance qu'ils t'autorisent. Tandis que ce genre d'entreprises peuvent t'autoriser à accéder à ton coffre à peu près n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Ils sont très flexibles, il y en a même certaines qui proposent des hébergements sur place pour les clients étrangers. Ça coûte un peu plus cher, mais il y a, on va dire, la flexibilité et la discrétion suisse. Par contre, là aussi, dans une optique de prévoyance, ça joue pas. Tu veux accéder à ton or ou ton argent, fermeture des frontières, restriction de déplacement, c'est fini. La troisième possibilité, celle que je retiens dans une optique de prévoyance, c'est le stockage chez soi. Alors je parle bien chez soi. Quand je dis chez soi, c'est avec un titre de propriété. Si tu stockes ça chez ton voisin ou dans un terrain qui ne t'appartient pas, si quelqu'un tombe dessus, tu peux l'oublier. Et il n'y a aucune chance que tu puisses dire « Ah non, c'était à moi », même avec les papiers qui vont avec, ça n'avait rien à faire chez quelqu'un d'autre. Alors chez toi, il y a soit un terrain extérieur, ton jardin, soit l'intérieur. Je ne vais pas rentrer dans du détail, je vais plus parler des principes généraux. La première chose, c'est que ça doit être facilement identifiable. Il y a énormément d'histoires, tu peux trouver des vidéos assez sympas sur YouTube, avec le grand-père qui a planqué de l'or dans le jardin. Le jardin, entre-temps, il a complètement changé, il y a des haies qui ont été rajoutées, d'autres qui ont disparu, un arbre qui est mort, ça qui a été déplacé. Le papy, il a perdu la mémoire. Résultat, personne ne sait où c'est. Et j'ai vu des vidéos assez intéressantes où ils y vont au détecteur de métaux, c'est trop profond, ils y vont à la pelleteuse. Donc ils retournent le jardin avec la pelleteuse pour espérer trouver ça. Si tu en as besoin tout de suite, c'est un peu compliqué. Donc ça doit être vraiment facilement identifiable. C'est la même chose dans une maison, c'est quelque chose où tu dois très rapidement savoir où c'est. Ensuite, tu as une notion d'accessibilité. Par exemple, si c'est enterré à 4 mètres de profondeur, c'est difficilement accessible. Mais tu peux aussi avoir une planque qui est relativement difficilement accessible, mais très intéressante. Tu peux très bien imaginer que tu refais un mur chez toi. Si tu n'as pas besoin d'accéder régulièrement à ton stock d'or ou d'argent, tu refais un mur, tu fais un trou, tu mets ton stock, tu remets un coup de plâtre dessus. C'est une cachette qui est excellente. Et le jour où tu en as besoin, tu prends un burin, un marteau. Alors évidemment, tu casses ton mur, mais en cas de problème, c'est très sécurisé. L'autre chose, c'est justement la sécurité. Tu peux très bien te faire voler ou te faire agresser à domicile. Si ton or et ton argent sont stockés dans des endroits qui sont classiques, donc boîte à bijoux, table de nuit, ou des endroits où les voleurs ont l'habitude d'aller parce qu'ils savent qu'il y a des choses précieuses à ces endroits-là, c'est une très mauvaise idée, tu peux dire adieu à ton stock. Donc ça doit être des endroits assez originaux. C'est pour ça que je ne souhaite pas de lieu en particulier, parce que ça dépend beaucoup de ton habitation. Si tu as des habitations un peu anciennes comme la mienne, il y a des cachettes partout, et c'est des cachettes qui sont vraiment originales. Donc mieux vaut partir dans ce genre de choses plutôt que regarder sur internet et taper le top 10 des meilleures cachettes. Ensuite, une idée qui peut être intéressante si tu as un gros stock d'or ou d'argent, c'est de le diviser en plusieurs. Idéalement un petit et un gros.
Imaginons que tu étais un peu trop bavard ou que des personnes savent que tu as de l'or chez toi. Tu habites en pleine campagne, tu te fais agresser à 3 heures du mat, réveillé par deux mecs encagoulés qui te tabassent et qui te mettent un flingue sur la tempe en disant voilà, maintenant où est ton or? Bah, mieux vaut leur dire il est juste là et leur donner la petite cachette pour qu'ils soient contents plutôt que de devoir leur donner la grosse. Ensuite, il y a une dernière chose à prendre en compte, et c'est une chose qui est très importante. Je pense qu'il y a la moitié des stocks d'or qui disparaissent à cause de ça, c'est le feu. L'or, c'est inaltérable, mais ça fond. Et quand il y a un énorme incendie, donc quand je dis énorme incendie, c'est ta maison complètement détruite, tu le retrouves pas, hein. Il est caché dans ta table de nuit, tu as 10 pièces d'or dans ta table de nuit, c'est fini, hein. Il s'est évaporé dans le brasier, il y a des températures qui sont tellement importantes que vraiment ça s'évapore. Donc là, dans ce cas-là, tu l'as complètement perdu. Donc ce qu'il faut faire, c'est cacher ça dans des endroits immufugés. Tu peux acheter des petits coffres sur Internet et qui sont résistants à la chaleur. Alors, s'il y a vraiment gros incendie, il y a un risque que ça fonde, mais au pire, tu as de l'or ou de l'argent fondu. Et ça conserve toujours quand même la plus grande partie de sa valeur. Mais la très très mauvaise idée, c'est mettre ça dans un contenant en verre, ou dans un contenant en papier, ou même en métal fin. Part sur des mini coffres-forts ou des boîtiers immufugés. Oui, ça prend un peu plus de place, mais vraiment, tu sécurises ton or et ton argent. Et c'est ce qu'on recherche dans une optique de prévoyance. Alors, j'ai grossièrement fait le tour de la question. On pourrait bien sûr rentrer dans les détails, mais là on partira sur une vidéo beaucoup plus longue. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Si tu as des questions, poste-les dans les commentaires. J'y essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Je te rappelle également que tu peux télécharger mon dossier sur l'or dans la description de la vidéo. C'est gratuit. Tu peux aussi t'inscrire à ma newsletter. Je communique beaucoup par email. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Telegram. Je passe beaucoup plus souvent que sur YouTube. Et je te dis à bientôt.